Bonsoir, le journal de la rédaction de TV78 pour faire le tour d'horizon de l'actualité locale. Bienvenue dans cette édition du mardi 10 mars. Voici les titres. Le Covid-19 fait ses premières victimes dans les Yvelines. 2 personnes de l'EHPAD Le Cœur Volant à Louvciennes, placées en confinement depuis dimanche, sont décédées. À Versailles, les autorités ont décidé de fermer 8 classes de l'école élémentaire Lully Vauban. Une enseignante de musique a été diagnostiquée positive au virus. Toujours à Versailles, hier, 150 jeunes ont réalisé leur journée défense et citoyenneté à la caserne d'Artois. Un rendez-vous placé sous le signe des droits des femmes au lendemain de la journée mondiale dédiée. Et puis l'actualité des municipales, premier tour au programme ce dimanche. Ce soir, présentation des candidats au Clé-sous-Bois, reportage avec Sylvie Sevin-Montel à Villepreux et puis invité Erwan Legal en course à Morpas. À la fin de ce journal, nous parlerons aussi de la quinzaine des possibles qui débute demain à Rambouillet. Le coronavirus fait donc ses premiers morts dans les Yvelines. 2 résidents de la maison de retraite Corien Le Cœur Volant à Louvciennes sont décédés aujourd'hui. C'est la mairie de la ville qui l'a annoncé. Vous le voyez par le biais de son compte Twitter. Depuis dimanche, l'établissement a été placé en confinement par l'ARS suite à la découverte de 4 cas. Un personnel soignant de remplacement serait à l'origine de la contamination. La municipalité de Louvciennes a d'ailleurs confirmé ce mardi qu'au moins un nouveau patient était infecté. Au dernier point de l'ARS paru ce mardi à 17h, 47 cas étaient recensés dans les Yvelines, quasiment le double par rapport à hier. Chaque jour, le nombre de contaminations augmente considérablement dans le département où 2 centres de diagnostic sont installés, au centre hospitalier de Versailles et aussi sur celui de Poissy. Et après la fermeture des écoles, de l'école des Sablons à Poissy, c'est au tour de 8 classes de l'école élémentaire Lully Vauban à Versailles de faire de même pour 14 jours. Une enseignante de musique a été testée positive au Covid-19. Ce matin, la rectrice de l'Académie de Versailles s'est rendue sur place. Le reportage de Mathilde Demillet et de Patrick Jacques de Dixmude. La décision ne faisait plus de doute après le test positif au coronavirus d'une enseignante de musique lundi 9 mars. Les autorités ont acté la fermeture de 8 classes à l'école élémentaire Lully Vauban à Versailles. La rectrice de l'académie a rencontré les professeurs pour échanger avec eux des mesures à prendre et de la continuité pédagogique à assurer. Les éléments de la continuité pédagogique, c'est permettre à chaque enfant, pendant les 15 jours qui sont devant nous, d'avoir accès à des contenus et à son programme. Donc qu'ont fait les enseignants ici? Eh bien, ils ont mis en place un blog. En effet, j'ai vivement conseillé aux enseignants d'essayer la classe virtuelle. La classe virtuelle, c'est un ordinateur devant soi. On a face à soi l'ensemble des élèves, lesquels peuvent lever la main, intervenir. On a un tableau sur lequel on peut écrire et donc être dans une configuration de classe tout à fait normale. Suite au confinement de l'enseignante qui a contracté le Covid-19, le corps enseignant a de suite réagi en créant un blog pour fournir du travail aux élèves isolés. Du coup, les enseignants vont pouvoir déposer du contenu pédagogique, à savoir des extraits de manuels qu'ils auront pu scanner ou pris en photo, des exercices à faire en plus, des vidéos à regarder sur différents sites, notamment en anglais, et puis d'autres choses en fonction de leur projet de classe. Les parents d'élèves confinés ont pu trouver sur le site de l'école le lien du blog. Seules 8 classes sur 18 ont été fermées à l'école Lully Vauban. Le directeur a reçu dans la matinée les parents inquiets. Certains sont inquiets, certains sont dans la compréhension pourquoi telle classe est évincée, pourquoi pas telle autre. On leur a expliqué que c'était les classes qui avaient été en contact avec l'enseignante en question. L'état de santé de l'enseignante de musique n'inspire pas d'inquiétude selon la préfecture. Les classes concernées resteront fermées pendant 14 jours. Les élèves pourront revenir à compter du 20 mars. Et cette enseignante intervient également dans le Conservatoire régional de musique de Versailles. Dans un communiqué, l'Agence régionale de santé et la mairie recommandent donc la fermeture de 7 groupes de la structure qui ont été en contact avec l'enseignante pendant sa période de contagiosité. 176 élèves du conservatoire sont concernés et ont été invités à rester chez eux pendant une période de 14 jours. Et forcément, en raison de l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes dans le pays, de nombreux événements sont peu à peu annulés dans les Yvelines. Hier, nous vous parlions de l'annulation du Mondial du Golf et de l'Éco-Trail. À Saint-Quentin, en Yvelines, les embuscades poétiques, moment phare du Printemps des Poètes, ont été déprogrammées jeudi. L'animation originale prend place dans les bus de l'agglomération pour déclamer des poèmes. Ce devait être l'un des événements sportifs phares de ce mois-ci, le Classico de Liga de volley
volley français. Paris Tour ne se déroulera finalement pas au Vélodrome national. Le match était prévu le 28 mars. Plus de 5500 spectateurs étaient attendus dans les travées pour l'événement. La foire internationale de Chatou sera, elle, bien maintenue. La préfecture des Yvelines a donné l'autorisation. Elle démarre ce vendredi jusqu'à la fin de la foire le 22 mars. Le nombre de visiteurs sera en revanche limité à 1000 personnes par jour avec un décompte à l'entrée. Le rendez-vous fête ses 50 ans d'installation dans les Yvelines. Et j'ajoute que des sites qui accueillent du public en nombre ont pris également leur disposition. Le château de Versailles, par exemple, procède aujourd'hui à une régulation des entrées. Le monument conseille d'ailleurs de se procurer un IBI avec réservation horaire pour favoriser l'accès sur place. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur cette actualité liée au coronavirus dans les Yvelines. Également dans les titres, 150 jeunes franciliens ont effectué hier leur journée défense et citoyenneté à la caserne d'Artois à Versailles. Un rendez-vous placé sous le signe des droits des femmes. Des témoignages de parcours et d'engagement ont été proposés aux participants. Aurélie Rose. C'est une étape obligatoire dans le parcours de citoyenneté. La JDC, Journée Défense et Citoyenneté, concerne chaque année 800 000 jeunes en France. Objectif, détecter des situations de décrochage, mais aussi expliquer les enjeux de la défense. Pour cette session, à la caserne d'Artois à Versailles, 3 femmes engagées sont venues témoigner de leur parcours. Il faut donner le meilleur de soi. Voilà, oui, effectivement, il faut essayer de faire peut-être un peu plus. Mais bon, moi, j'ai toujours trouvé ça, on va dire, plus un challenge ou motivant d'essayer de toujours viser le haut. Qu'on soit un homme ou une femme, on a les mêmes difficultés et les mêmes facilités dans le métier. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas atteindre ce genre de carrière et avoir sa place dans ce type de métier. Durant une vingtaine de minutes, ces femmes ingénieurs, sapeurs-pompiers ou juristes ont échangé avec les citoyens de demain. Le but, montrer qu'il existe de nombreuses opportunités de carrière dans ce secteur. Le taux de féminisation varie en fonction des armées. Le service de santé peut s'enorgueillir d'accueillir 67% de personnel féminin. Le service de commissariat des armées, lui, est à 30%. L'armée de terre, par exemple, compte 10 à 12% de personnel féminin parmi ses rangs. Mais il faut savoir que toutes les armes et toutes les armées n'étaient pas ouvertes au personnel féminin. Les femmes ont tout autant le droit de représenter la France, de se battre pour notre pays et j'en suis fier. Je suis fier que petit à petit ça avance. En 2012, le ministère des Armées a nommé un haut fonctionnaire à l'égalité des droits pour valoriser le personnel féminin. J-5 avant le premier tour des municipales programmées ce dimanche. Au Clé-sous-Bois, 5 candidats s'affrontent pour être à la tête de la commune. Olivier Augustin, Anne-Claire Frémont, Nicolas Hue, Stéphanie Jamin et enfin Philippe Guiguen. Présentation de ces candidats avec Manon Varaldo. Au Clé-sous-Bois, 5 candidats s'opposent pour devenir le maire de cette commune de 17 842 habitants. Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, a investi 8 candidats dans les Yvelines. Parmi eux, Olivier Augustin, tête de liste au Clé-sous-Bois. C'est une 3e candidature après 2008 et 2014. Déjà menée à l'époque par Olivier Augustin, employé chez Renault Flin, le candidat souhaite faire entendre la voix des travailleurs. À un moment donné, oui, il faudra qu'on continue à se mobiliser, qu'on continue comme ce qui a été l'occasion avec les Gilets jaunes, puis avec les EHPAD, puis avec les hospitaliers, puis là, contre la réforme des retraites, il faudra continuer au Clé-sous-Bois à se mobiliser pour faire vraiment entendre notre colère. Anne-Claire Frémont, tête de liste Les Clés-sous-Bois, c'est vous, et sapeur-pompier depuis 35 ans dans la commune adjointe à l'éducation. Parmi ses propositions, la candidate souhaite mettre en place un programme d'adoption d'animaux domestiques par des seniors isolés en partenariat avec les refuges. Faire un partenariat avec les refuges alentours afin de permettre aux personnes âgées d'adopter des animaux de compagnie et du coup rompre l'isolement et pour la personne âgée et pour l'animal de compagnie. Autre candidat, Nicolas Hue, tête de liste l'autre projet pour les Clés-sous-Bois. Le conseiller municipal d'opposition souhaite rassembler et faciliter les déplacements des Clésiennes et Clésiens. Nous souhaitons redonner une réelle cohérence et un vrai vivre ensemble à l'ensemble de la commune, notamment en développant des circulations qui permettent aux habitants de se rendre d'un lieu à l'autre et d'un quartier à un autre. 4e candidate, Stéphanie Jamin. Pour la tête de liste Énergie Positive, les élections municipales se déroulent dans un contexte d'urgence environnementale dont son équipe en fait une priorité.
La végétalisation des espaces publics, ça passe par les îlots de fraîcheur dans les cours, mais également les jardins partagés, récupérer l'espace public. Également au niveau des bâtiments publics, il y a tout un travail à faire sur les économies d'énergie, faire un audit énergétique tout simplement. Enfin, Philippe Guiguen, ancien directeur financier dans le secteur aéronautique et de la défense. Parmi les propositions de cet élu depuis 2001, le candidat souhaite la création d'une maison pluridisciplinaire de santé dans le bâtiment de l'ancienne sécurité sociale. Une maison pluridisciplinaire de santé. Qui dit pluridisciplinaire dit effectivement médecins aussi bien généralistes que spécialistes, mais aussi paramédicaux. Au niveau des médecins, je n'exclus pas même d'embaucher des médecins au niveau de la municipalité. À Maurepas, il faudra faire un choix entre l'une des 4 listes en course pour ce scrutin, notamment celle portée par Erwan Le Gall. Bonsoir. Bonsoir, c'est Grand Cal. Vous êtes donc à la tête de Maurepas Autrement. C'est une liste d'hiver droite. Il s'agit d'ailleurs de votre première candidature comme tête de liste pour des élections municipales. Là, on est à J-5 du premier tour. Est-ce que votre campagne se poursuit? Est-ce qu'elle est terminée à Maurepas? Non, elle se poursuit dans les règles législatives, évidemment, du code électoral. Mais oui, elle se poursuit jusqu'à vendredi minuit. Alors précisons que vous êtes l'ancien premier adjoint de la commune où le maire sortant, Grégory Garestier, est également candidat. Pourquoi vouloir devenir maire? Pourquoi vouloir devenir maire? Parce qu'il me semblait important de saisir cette opportunité. Pour plusieurs raisons. La première, sur un plan purement politique, depuis quelques années, depuis François Hollande jusqu'à maintenant, je vois que le pouvoir d'achat des Françaises et des Français commence à se déliter fortement. Et je pense réellement que sur Maurepas, il est important aussi de jouer un rôle pour être sur un plan économique sérieux et responsable. Le maire a ce rôle, il peut favoriser le pouvoir d'achat? Le premier rôle à avoir, c'est de ne pas augmenter les impôts. Première chose, et ne pas augmenter tout ce qui est impôt indirect, tout ce qui est lié aux charges de cantine, tout ce qui est lié au périscolaire, conservatoire, etc. Donc ça, c'est vraiment un engagement important. Deuxième chose, c'est que, comme vous le savez, notre liste est d'hiver droite, centre jusqu'à une droite plus modérée, et il n'y a pas eu de compromission avec la REM. Nous sommes la seule liste sans des colistiers LREM. Voilà. Donc oui, je pense que c'est un enjeu important. Pourquoi vouloir être maire? Je vais vous répondre également, parce que nous sommes portés par une équipe qui a la volonté d'agir pour les Mauropasiennes et les Mauropasiens. Et si on parle de votre liste, vous en disiez 2 mots, on précise que vous êtes le président du comité yvelinois d'Objectif France, qui est un rassemblement de la société civile et d'élus de terrain. Est-ce que la liste est à l'image justement d'Objectif France? Est-ce que ça rassemble diverses personnalités, divers talents? Alors, il ne vous a pas échappé que nous avons 8 étudiants sur la liste. 3 chefs d'entreprise, 4 anciens élus, des gens qui viennent de la formation, du social et du sanitaire. Et puis d'autres secteurs. Pardon. Je ne souhaite pas rapprocher Objectif France avec cette liste, parce que nous avons démarré très tard et il n'y a pas un engagement politique lié à Objectif France. Mais je dois le signaler, oui, qu'il y a eu 2 coups de téléphone du président d'Objectif France et du général Soublé pour m'encourager et me dire que la vision et du montage de la liste était effectivement en écho avec les valeurs de Objectif France. Ce sont des élections municipales où la majorité, en tout cas l'ancienne majorité à laquelle vous apparteniez, part divisée. Est-ce que ce n'est pas une voie ouverte, ça, justement, pour l'opposition, le fait que la majorité parte divisée pour ces élections? Écoutez, moi j'ai l'impression surtout qu'elle est divisée parce qu'en face de nous, de notre liste, Maurepas Autrement, j'ai trois listes différentes, certes, mais qui se rapprochent sur certaines thématiques. La première, Michel Chapa, qui a du LREM, et puis Grégory Garestier, qui a du LREM, donc déjà, ils ont un point commun. Et puis Ismaël Aouane, qui a, lui, une ouverture beaucoup plus à gauche que nous. Voilà. Vous avez été tout de même premier adjoint de la commune pendant 6 ans. Est-ce que vous assumez totalement le bilan qui a été porté? J'assume une partie du bilan. D'ailleurs, j'en ferai part bientôt. Bien sûr que j'assume partie du bilan parce que il doit être partagé, d'ailleurs, évidemment. J'assume moins certaines choses où nous avons été phagocytés sur des actions en interne, voilà, parce qu'il y a la démocratie interne. Donc ça, évidemment, je le regrette profondément. Mais je crois profondément qu'il y a des actions à mener au niveau de Maurepas et arrêter un petit peu ces clivages. Vraiment. Nous avons
et nous conduisons une liste responsable, vraiment. Alors justement, sur ces projets, vous souhaitez mettre en avant une gestion saine et responsable de la mairie, notamment sur le projet de futur centre aquatique. Il faut, selon vous, recalibrer. Je reprécise juste les choses. Le projet est mené avec Elancourt et doit voir le jour en 2022 et un contrat de délégation de service public a été signé. Bien sûr. Je vais le dire haut et fort. Il y aura l'ouverture de la piscine lorsque nous arriverons aux responsabilités en 2022. Très clairement. Il n'est pas question d'arrêter ce projet. Par contre, nous avons un temps donné d'ici 2022 pour revoir avec le délégataire et la ville d'Elancourt, parce que ce n'est pas une action que je mènerai seul, c'est une action qu'on va mener avec nos partenaires, pour recalibrer un certain nombre de choses, tout simplement, pour que nous soyons sur un niveau de dépenses qui était au niveau initial. Si on peut être en dessous, encore mieux. Voilà. Ce qui est dit actuellement qu'avant, les dépenses de la piscine étaient de 1,2 million, ce qu'annonce le maire sortant. C'est un projet qui est chiffré à 24,3 millions d'après ce qui a été voté au dernier conseil municipal. À ce jour, d'accord, c'est voté comme ça. On le compare par rapport à ce qui existait avant, 1,2 million. C'est pas 1,2 million, déjà c'était 800 000 euros, puisqu'il y avait les recettes à rentrer pour faire l'équation et la soustraction. D'accord ? Ensuite, j'ai assisté, moi, aux réunions avec le délégataire. Et il était initialement prévu 1 million par an. 60% pour mon repas, 40% pour Elancourt. Nous ne sommes plus du tout dans ces montants-là. Donc ça, c'est à recalibrer. En fait, c'est du bon sens. Faisons des choses modestement, modérément, mais qui sont en adéquation avec les besoins de la commune, Elancourt, Maurepas et autres. Et puis voyons, au bout de 5-6 ans, si ça fonctionne correctement, nous refaisons une action, une activité différente, plus grande. Voilà, tout simplement. C'est la gestion de bon père de famille. Un autre axe, puisque le temps avance dans cet entretien, l'environnement, forcément, c'est un thème qui revient souvent dans cette campagne. Vous souhaitez-vous mettre en place un bilan carbone à Maurepas et publier chaque année ce bilan carbone ? Il n'y a pas de bilan carbone à Maurepas pour le moment. Oui, nous voulons le faire. Je trouve que c'est essentiel. Mais il n'y a pas que ça dans la démocratie participative et le RSE. Dans notre RSE, on a mis un certain nombre d'axes qu'il faut mettre en place avec aussi toutes les actions communes des investissements et de la gestion au quotidien. Voilà. Le RSE, c'est un mot fort. Hein. C'est l'entreprise qui déploie les RSE. Donc, si nous l'avons mis et nous l'avons institué comme ça, c'est pas par hasard. C'est que ça nous engage. Il y aura un adjoint dédié uniquement à cela. Le bilan carbone, oui. Derrière, il faut qu'il y ait des actions fortes. Et vous avez évoqué la démocratie participative, là où à Maurepas, il y a des budgets participatifs qui sont déjà proposés, il faut aller plus loin. Qui sont limités à 150 000 euros. Bon, écoutez, on a vu les limites de l'exercice, voilà. Bon, sans commentaire. Par contre, ce que nous proposons, c'est sur les investissements, des projets clés qu'il y a à mettre en place sur Maurepas, et c'est les Maurepasiennes et les Maurepasiens qui vont choisir 2 projets au choix, l'un ou l'autre. Et on avancera chaque année comme ça. Ça peut être même 3, 4, 5, 6 projets par an, mais en tous les cas, ça sera aux Maurepasiennes et aux Maurepasiens de choisir. Ça, c'est la vraie démocratie participative. Ce n'est pas du saupoudrage. Merci Erwan Le Gall d'être venu en plateau tête de liste de Maurepas autrement et face à vous pour ce scrutin. Le maire sortant Grégory Guérestier et les 2 conseillers municipaux d'opposition Ismaïl Havane et Michel Chapa. À Magny-les-Hameaux, les habitants auront à choisir entre 2 candidats. Le maire sortant Bertrand Houillon est de nouveau tête de liste et vise une 3e mandature, une équipe renouvelée de moitié et un programme porté sur la continuité des actions déjà engagées, sur la transition écologique et sur le désenclavement de la commune. Les propos sont recueillis par Mélanie Poquet. Une offre de transport adaptée aux besoins, plus conséquente, mais aussi un travail sur des alternatives aux véhicules particuliers, notamment du partage de véhicules, de covoiturage avec des zones stop, entre guillemets, matérialisées au sol dans la ville, le lien avec des applications, notamment celles qui sont portées par l'agglomération aujourd'hui. Et puis des déploiements de bornes électriques dans la ville, des déploiements encore de réseaux cyclables. La campagne pour les élections municipales qui se poursuit également à Villepreux. L'ancienne adjointe au maire Sylvie Sevin-Montel est tête de liste aussi pour ce scrutin. Elle continue d'aller à la rencontre des habitants. Avec certains de ses colistiers, elle parcourt des quartiers de la ville pour dévoiler son programme et échanger. Nicolas Kirillovitz et Mélanie Poquet. Parfois les portes restent fermées, parfois elles s'ouvrent avec le sourire. Mais si, on se fait la bise
À quelques jours des élections municipales, opération porte-à-porte pour des membres de la liste Tous pour Villepreux. L'ancienne adjointe au maire, Sylvie Sevin-Montel, dévoile son programme et notamment sa position sur un projet qui fait débat à Villepreux, la construction de 250 nouveaux logements dans le secteur du Trianon. On va arriver d'ici pas très longtemps à 13 000, 14 000. On va mettre un gros coup de pied sur le frein sur le développement de l'urbanisme à Villepreux. Je pense que c'est vraiment plus que raisonnable. Il faut absolument qu'on trouve un équilibre urbanistique, un équilibre environnemental et bien évidemment un équilibre financier. Moins de construction et plus de verre, ce sont les principales orientations de la campagne de la candidate. Pour l'environnement, elle souhaite surtout sensibiliser les plus jeunes des Villepreuxiens. On fera de la prévention beaucoup plus dans les écoles, parce que je pense que ça se verra pas tout de suite, mais un maire doit aussi agir pour les 10-15 ans qui viennent. Ça se verra pas tout de suite, mais les enfants d'aujourd'hui dans les primaires seront des enfants et des adultes responsables plus tard. Je serai certainement plus là pour le voir, mais ça n'a aucune importance. Pour tenter de convaincre les habitants de voter pour elle, Sylvie Sevin-Montel organise une dernière réunion publique le vendredi 13 mars à l'école Gérard Philippe. Et puis, direction Coignères, élu depuis 2018, le maire sortant Didier Fischer est de nouveau candidat. Il est la tête de liste d'un élan durable pour Coignères. L'homme politique a inscrit 40 propositions dans son programme. On écoute justement les différentes thématiques ciblées au micro de Nicolas Kirillovitz. Ce que je voudrais, c'est faire de Coignères une ville à vivre véritablement pour toutes les générations, une ville exemplaire aussi dans le domaine du développement durable, dans le domaine de la participation citoyenne et dans l'accès à la culture. Je pense que c'est les 3 points aujourd'hui qui restent faibles encore ici sur notre ville et j'ai bien l'intention dans les années qui viennent, dans les 6 ans qui viennent, de développer, je dirais, cette participation citoyenne. Allez, on termine ce journal avec cet événement phare du Sud-Yvelines qui débute demain. La 6e quinzaine des possibles se déroule jusqu'au 25 mars à Rambouillet. Cycle de rencontres autour de plusieurs thématiques et 3 axes, la nature, la société et l'alimentation. On en parle avec Françoise Vernet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de l'association des rencontres citoyennes qui co-organise le rendez-vous avec la librairie Labyrinthe. Déjà à la veille de cet événement, pas de risque annulation en raison du coronavirus? Pour l'instant, non. On ne sera pas 1000 personnes malheureusement en même temps au même endroit. Donc tout est maintenu. Alors c'est la 6e édition de cet événement, je le disais, avec beaucoup de choses au programme. On va détailler tout ça dans un instant. Déjà, le principe de cette quinzaine des possibles, quel est-il? Le principe, c'est de se faire rencontrer des citoyens qui ont envie de comprendre et d'agir et des experts, qu'ils soient auteurs, réalisateurs, enseignants, qu'ils aient fait le tour du monde à pied, voilà. Et donc c'est vraiment cette rencontre, donc c'est vraiment créer ce lien qu'on peut perdre à l'échelle de nos communes, où on peut être rapidement dans un métro boulot dodo, et donc recréer du lien et profiter de ces temps d'échange pour apprendre et pour peut-être mettre en place des nouvelles choses. Et c'est important que les citoyens se saisissent de ces sujets. Alors on peut parler de tout au sein de cette quinzaine, mais c'est vrai que sont abordés notamment 3 grands thèmes, la nature, la société, l'alimentation. Ça, c'est important qu'ils se saisissent de ces sujets. Je pense que la nature, on ne va pas parler de tous les rapports scientifiques qu'on peut lire tous les jours, entre l'effondrement de la biodiversité, la disparition, etc. Donc oui, on ne nous enseigne pas suffisamment le lien à la nature. Ensuite, la société, le vivre ensemble, partager un territoire, recréer de la solidarité. Et puis l'alimentation, 3 fois par jour à minima, nous nous alimentons. Et donc la question de l'origine, de la production, de finalement le territoire, les paysages qu'on veut avoir, voilà, tout ça c'est des sujets qui sont, je pense, au cœur de l'actualité et notamment en ce moment en période électorale ou préélectorale. Avec un événement qui est itinérant, il y aura des choses au Théâtre Le Nickel, à la Lanterne, à la librairie Labyrinthe, au Poney Club, à la Bergerie Nationale, tout ça c'est à Rambouillet. Et plusieurs temps forts aussi dans ce programme. D'ailleurs, ça se clôturera le 25 mars avec un grand débat sur repenser la relation au vivant, c'est ça? C'est ça. Alors nous avons la chance d'avoir un éminent sociologue qui s'appelle Edgar Morin, qui aura 99 ans au mois de juillet, donc voilà, c'est assez rare. Et puis il sera accompagné de Gilles Boeuf, qui était directeur du Muséum d'Histoire Naturelle et qui est un des défenseurs et un des ambassadeurs de la biodiversité. Passionnant, un moment assez rare.
D'ailleurs, si on regarde la programmation, c'est assez varié. Il y a de la conférence, aussi des ciné-rencontres, notamment avec des réalisateurs qui sont proposés. Nous aurons notamment Marie-Monique Robin qui a réalisé son dernier film qui s'appelle Nouvelle Cordée, qui est sur l'initiative Territoire Zéro Chômeur, qui existe dans plusieurs régions en France, où en embauchant des chômeurs, on crée des activités avec ATD Carmonde qui permet à la fois une réinsertion. À nouveau, on est dans une histoire de lien, on a une histoire d'activité. Voilà, on aura la chance aussi d'avoir Anne-Sophie Novelle sur la question des médias, de l'infobésité et finalement du rapport qu'on a envie d'avoir aux informations. Et enfin, Pascal Derme sur la sylvothérapie et le bienfait des arbres. Forêt de Rambouillet, je pense que ça peut être intéressant de comprendre ce que des chercheurs au Japon ou en Suède ou ailleurs ont pu analyser depuis une vingtaine d'années. Et on voit actuellement l'image, quelques-unes des images des documentaires qui seront proposés. Une question plus pratique pour terminer, pour assister à ces programmations, est-ce qu'il faut réserver ? Alors le mieux, les soirées en librairie, c'est de réserver auprès de la librairie Labyrinthe, donc qui est à Rambouillet. Le téléphone, c'est 09 61 22 89 91. On a toutes les informations aussi sur la page Facebook qui s'affiche actuellement. Et pour la soirée du 24 mars qui a lieu à la Bergerie Nationale avec Perrine Hervé-Gruyer de la ferme du Bec et Loin, dont on a beaucoup entendu parler depuis 5-6 ans sur la permaculture, il y a un lien sur WizEvent, pour réserver, c'est gratuit. En revanche, pour la soirée à la Lanterne, il y a également un lien WizEvent, et là c'est une entrée payante, et il faut aussi réserver, il ne reste plus beaucoup de place. Et ça débute donc dès demain, rendez-vous pour la première conférence à la librairie Labyrinthe à 20h. Merci Françoise Vernet d'être venue en parler en plateau, présidente de l'association des rencontres citoyennes, et je rappelle cette quinzaine des possibles, c'est du 11 au 25 mars à Rambouillet. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi, belle soirée à tous sur TV78.